Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en fait pour la correction commentée du DS numéro 1. Correction que je vais essayer de commenter, on va dire, dans l'ensemble. Juste avant de commencer la correction, juste un petit point donc par rapport à la note que vous avez eue. Il faut surtout, pas dire mon dos c'est fini. En fait, c'est malheureusement, je dirais bien le terme malheureusement, c'est malheureusement normal, parce qu'en fait, comme vous l'avez constaté, il y a un fossé vraiment qui est assez conséquent entre la première et la terminale, et pour certains, c'est pas tout de suite d'un coup que vous allez pouvoir le faire. C'est dès qu'on est dans un niveau d'exigence plus dur, bah, c'est forcément donc effectivement un temps d'adaptation pour certains, pour bien comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faudra corriger. Et puis voilà, donc en gros, vous revenez de vacances, il faut effectivement réhabituer le cerveau à raisonner, à réfléchir, et ça c'est pas tout de suite. Donc voilà, il faut pas dire ok, bah ça y est, c'est fini la physique chimie, surtout pas sur un DS. Il y a des fois comme je vous l'ai dit, hein, des fois il y a des erreurs qui sont formatives. Voilà, bon, il y a peut-être une note qui est décevante pour certains. C'est juste le premier DS de l'année. Il reste le deuxième devoir, justement comme je viens de le dire. Il faut savoir corriger les erreurs, et donc c'est un peu le but de cette vidéo. Donc je vais disparaître parce que ça perturbe Alexis. Hop, voilà, tu vois, Alexis est disparu. Donc, on est parti sur ce devoir. Donc, en gros, que dire de ce devoir? Et ben en fait, qu'il y avait une grosse partie où, pour mesurer la période qui ressemblait au TP. Donc à la première question, il fallait mesurer la période, donc on pouvait en mesurer plusieurs. On pouvait en mesurer deux exactement, une. Donc dans la correction, j'en ai corrigé une parce que là, ça arrive vraiment exactement. Il n'y a pas vraiment de souci d'imprécision, donc on compte 4 carreaux. 4 carreaux, un carreau on vous dit c'est 5 microsecondes, donc 4 fois 5, 20 microsecondes pour la période. D'accord, donc on va remettre la correction. La voici, donc 4 fois 5, 20 microsecondes. Ensuite on convertit, 20 microsecondes converti c'est 2 10 moins 5. Plus précisément c'est 20 fois 10 moins 6. Vous pouvez laisser d'ailleurs 20 fois 10 moins 6 vous-même, parce qu'en fait je ne vais pas vous demander spécialement l'écriture scientifique, donc si vous avez des difficultés de conversion, vous pouvez vous le permettre, donc 20 10 moins 6, à la place de 2 10 moins 5, ce qui fait donc en fait vous trouvez 50 000 Hz, d'accord, ce qui fait donc 50 kHz. Donc je répète, pour la conversion, dès que vous avez le préfixe micro, vous mettez 10 moins 6, on n'en parle plus. Ensuite, à la deuxième question, il fallait trouver la longueur d'onde, donc en fait c'était exactement comme dans le TP, c'est-à-dire que c'était la distance entre deux points en phase qui était successif. Donc dans l'énoncé, on vous disait qu'on récupérait la phase suivante 0,7 cm plus tard. Je vais revenir sur le sujet. Voilà, donc on voit qu'on avait une première phase à 2,8 cm, on reculait R2, on est 3,5 cm, c'est là on récupérait la phase d'après. Il fallait faire la différence entre les deux, d'accord? Parce que je vous rappelle, hein, c'est la distance entre deux points en phase successifs. Donc la différence entre les deux, on trouvait la longueur d'onde. Certains ont fait une formule, comme je vous l'ai dit, hein, la longueur d'onde est expérimentale, donc il faut lire l'énoncé, et on a ensuite la valeur de la longueur d'onde. Donc je reviens là-dessus, sur la correction, un petit peu agrandir, hop, et donc ça fait 0,7 cm, la différence entre les deux. Ensuite, bien sûr, hein, le calcul de la vitesse en découle, donc là aussi, certains m'ont mis D sur delta T, non, on soit d'accord qu'on mette la bonne formule avec les bons symboles, c'est la longueur d'onde, divisé par la période. Alors j'ai plutôt pris celle-là, plutôt que lambda fois F. C'est un détail pour vous, moi c'est pas un détail. Tout simplement pourquoi? Admettons que vous avez juste à la période, et puis vous avez faux pour une raison inouïe à la fréquence. Et ben, si vous avez juste à la période en mettant cette formule, vous avez juste. Ben, si vous avez faux à la période en mettant lambda fois f, vous avez faux. Il faut toujours prendre, on va dire, des valeurs que vous avez eues dès le début. F est une valeur que vous avez eue suite au calcul de grand T. Donc, préférez lambda divisé par T dans ce cas-là. On fait le calcul. On trouve 3,5 10 puissance 2. Maintenant, je vais vous demander du recul par rapport au résultat. On donne un coup d'œil à l'énoncé, de nouveau, et il y a cette petite info qui est peut-être passée inaperçue, surlignée. On vous donne la célérité du son. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune, que le TP se passe mal. Donc en gros, l'exercice, on doit trouver la célérité du son. Donc si vous trouvez une valeur qui vous sont foncièrement différentes, c'est qu'il y a vraiment un problème dans votre raisonnement. Donc deux possibilités, soit vous avez le temps, vous revenez en arrière, soit vous n'avez pas le temps, vous dites ok, ce que j'ai trouvé c'est pas cohérent, d'ailleurs c'était une des questions, c'était après, et puis vous dites j'ai dû faire une erreur, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est bien d'avoir du recul, ça peut vous rapporter des points, ou si ça ne rapporte pas de points, un défaut, le correcteur a un vrai estime de vous. Il se dit, l'élève que je corrige en face de moi, il a des connaissances, il a du recul. Et ça, franchement, honnêtement, ça joue. J'avais demandé deux chiffres significatifs, d'accord, puisqu'en fait, sinon on aurait pu en mettre qu'un. Donc faites attention, là je vous imposais le nombre de chiffres, donc c'était pas 350, 350 c'est trois chiffres significatifs, là c'était 3,5 10 puissance 2.
Question d'après, il fallait calculer l'incertitude absolue. Donc avant de calculer, s'il vous plaît, isolez U de V. Vous passez V de l'autre côté, d'accord? Puisque la formule de base que vous donne l'énoncé, je vais jongler à chaque fois entre les deux, c'est UV sur V. Donc en fait, avant on multiplie par V de part et d'autre pour se débarrasser du V pour pouvoir calculer U de V. La règle en physique, hein, c'est simple, c'est tant qu'on n'a pas isolé l'inconnu, restez s'il vous plaît en expression littérale. Et là on vous fournissez les incertitudes. Donc en gros, ça vous donnait ce résultat. Donc on fait le calcul. On n'est pas obligé de convertir. Hein. En gros, là on est en centimètres et là en microsecondes. Vous ne cassez pas la tête avec les conversions parce que de toute façon tout s'annule. Donc si vous avez des difficultés dans les conversions, le but du jeu quand vous faites un rapport, c'est rester dans la même unité. Vous trouvez un résultat 58,7. C'est déjà pas mal hein, si vous trouvez 58,7 à ce moment-là. Si vous pensez à arrondir. Alors arrondir, c'est parce qu'il faut tronquer. Donc en gros l'idée elle est là. C'est que là je vais demander de présenter avec deux chiffres significatifs. C'est-à-dire que vous êtes précis à 10 puissance 1 près. C'est-à-dire on est plutôt sur les dizaines. 350, on est sur le 5. Donc en gros, votre incertitude doit être également précise sur les dizaines, à savoir uniquement ici. Les chiffres d'après, on ne s'intéresse pas. Et deuxième chose, il faut toujours arrondir au supérieur. Donc 350, donc je suis précis sur le 5. Je serai également précis sur le 5 des dizaines, mais je dois arrondir au supérieur, ce qui donne 6, 10 puissance 1. Donc, ça nous donne en gros 60 mètres par seconde. À la question 5, on vous demande si c'est cohérent. Voilà, cette méthode paramétrale satisfaisante. En gros, c'est plutôt une question détournée. Est-ce qu'on trouve au moins la célérité du son? C'est ça qu'il faut dire. Donc c'est là qu'il faut comparer. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on a la célérité du son qui est indiquée ici. Il faut ensuite, donc, tout simplement vérifier si on est bien dans la bonne valeur. Donc en gros, 350 plus ou moins 60, ce qui fait qu'on est compris entre 290 et 410 mètres par seconde. Donc en fait, on se rend compte c'est la bonne valeur, donc c'est cohérent. Ensuite, c'est peu précis, et une possibilité effectivement pour que l'expérience soit plus précise, c'est ce que vous avez fait en TP, c'est-à-dire vous prenez plusieurs longueurs d'onde, vous prenez une distance, et ensuite vous divisez cette distance par le nombre de longueurs d'onde que vous avez pris. Donc par exemple, dans l'exemple, j'ai mis 20, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Vous faites distance divisé par 1. Ensuite, il fallait donc expliquer pourquoi. Tout simplement, c'était moins puissant. Donc effectivement, c'est l'éloignement. Alors en gros, j'en attendais plus, mais j'ai pas spécialement sanctionné. C'était des pertes d'énergie, d'accord, parce que le son effectivement va un petit peu se dissiper, ce qui fait qu'on a une amplitude plus faible, puis tout simplement l'intensité sonore elle est plus faible plus loin. Donc ça se traduit effectivement par une tension plus faible sur l'oscilloscope. À la question 7, il fallait ensuite dire ce qui se passait à une certaine distance. Donc d'après l'énoncé, c'est la distance que je reviens, donc de 4,9 cm. Alors en fait, la question n'est pas si simple que ça. Il y a un petit truc qui est caché. Il faut déjà, est-ce que c'est en phase? Il faut se poser cette question. Certains d'entre vous y ont pensé, d'autres non. Donc en gros, on est en phase tous les 0,7 cm, donc 2,8. On sera en phase à 3,5. On sera de nouveau en phase à 4,2. On sera de nouveau en phase à 4,9 cm. Si je m'étais mis à 4,5 cm, ça n'aurait pas été en phase. Donc là, c'était zappé. En gros, pour vous, c'était évident qu'on était en phase. Non, ce n'est pas évident. Alors, il y a une règle très simple pour savoir si on est en phase ou pas. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Vous prenez en gros la distance où on est, par exemple, du récepteur, à savoir ici 4,9 cm, et vous divisez par 0,7. Ça vous fait 4,9 divisé par 0,7, 9. Vous tombez sur un nombre entier. Quand vous divisez la distance sur la longueur d'onde et que vous tombez sur un nombre entier, c'est signe qu'on est en phase. D'accord? Donc, en l'occurrence ici, vous êtes en phase. Donc le dessin, qu'est-ce qu'il doit traduire? Il doit traduire le fait que vous êtes en phase. Donc je vais revenir sur l'annexe. Voilà, il doit traduire le fait que vous êtes en phase, mais également, aussi traduire, ça vous y a pensé, que l'amplitude est plus faible. Donc il fallait faire un schéma où on était avec la même période, avec une amplitude plus faible. Le dessin a été fait, juste, mais pas forcément justifié pour l'histoire que c'est en phase. C'est pour ça que des fois, vous n'avez pas spécialement tous les points. Question 8 et question 9. Franchement, je ne vais pas revenir dessus, ce sont des questions de cours. Je dirais juste tout simplement, soyez vigilants par rapport à la définition. Des fois, certains mots oubliés font que la définition n'a pas de sens. Par exemple, transversale, j'ai eu transversale car elle est perpendiculaire à la direction de propagation des ondes. Mais qu'est-ce que c'est elle? Ou des fois, on m'a dit que l'onde est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Là, ça ne veut rien dire. Donc des fois, un simple mot changé
peut faire que la définition n'a plus aucun sens. Alors j'ai mis certes la moitié des points parce que je sais que vous avez compris le sens, mais pour expliquer c'était beaucoup moins clair. Là aussi c'est l'exigence, être précis dans ses définitions, et des fois changer un mot fait qu'on va changer carrément la définition. Tout comme la définition d'onde mécanique, fallait qu'elle soit complète. C'est deux choses qui ressortent, c'est qu'il y a besoin d'un milieu matériel, où là j'ai mis élastique, et qu'effectivement c'est le phénomène de propagation d'une perturbation. Donc il fallait être dans ce sens-là. Ensuite, partie 2. Alors la partie 2, elle est bizarre parce qu'en fait, il n'y a qu'une question. Donc là, il faut comprendre. Donc, je vais revenir sur cette partie 2. Donc en fait, voilà comment ça se passe. Vous avez votre sonde. Donc en fait, il va y avoir trois échos. Il va y avoir ce premier écho, ça va revenir là. Donc là, en fait, on n'est même pas rentré dans le cerveau. Et certains l'ont calculé. Alors c'est calculé plutôt avec la vitesse du son dans l'air à 340 mètres par seconde plutôt que 1500. Mais à la limite, on va pas s'en servir. Et ensuite, un deuxième écho qui va être fait au niveau de la surface séparatrice, et enfin un troisième écho au niveau de l'hémisphère droit. Donc, les voici. P0 c'est quand c'est émis, P1 c'est quand ça réfléchit là, P2 ici, et P3 là. Et donc en fait tout simplement ce qu'il fallait faire, il fallait prendre le temps, le décalage de temps, donc le fameux retard, entre cet écho qui était plutôt là, donc à 10 microsecondes, et enfin l'écho au niveau de la surface séparatrice qui est le P2. Donc en fait, il fallait prendre, le delta T était plutôt entre le 10 et 160. C'était là qu'il fallait comprendre. Donc il fallait analyser le sujet. Et donc entre 10 et 160, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chemin? On regarde bien, donc ça on n'en tient pas compte puisqu'on démarre le chrono plutôt là. Et donc on a plutôt cet aller-retour là. Donc en fait, c'est plutôt ça qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on sait qu'on met 10 microsecondes pour faire cet aller-retour. Donc finalement, quand on fait 160.10, on tient compte uniquement de ce trajet. Comme je vous l'ai dit, qu'on a une histoire d'aller-retour, la formule se met plutôt sous la forme deux fois cette distance-là. Donc si on regarde la correction, je vous ai bien mis, V est égal à deux fois la distance, car aller-retour divisé par delta t. Et delta t, donc, comme je vous l'ai dit, c'était 150 microsecondes. À savoir, donc, ici, le 160 microsecondes moins 10. Ça devient effectivement 150, alors je dis microsecondes, mais c'est plutôt millisecondes. 150 millisecondes converti en secondes, ça fait 0,150 secondes. D'accord? Donc bien sûr divisé par 2. Alors vous avez trouvé 11,25, là aussi pour le chiffre significatif, je n'ai pas spécialement sanctionné. Avec en tenant compte du chiffre significatif, ça en fait 3, c'est 11,3 cm. 3 chiffres significatifs, car 1504 et 0,150, on a 3. Donc on doit présenter en principe le résultat avec 3 chiffres. Je vous rappelle la règle, on regarde les données, on prend celle qui est la moins précise, et on lui compte son nombre de chiffres, et le résultat final aura autant de chiffres que la donnée la moins précise. Voilà, c'était la petite partie délicate parce que là il fallait un petit peu comprendre comment ça se fait. Mais ça s'est pas si mal passé que ça au final pour cette question. Alors c'était un peu plus long le raisonnement. L'exercice 2, alors lui était curieux. Historiquement en fait c'est juste l'extrait d'un exercice qui est beaucoup plus long, qui est qu'on va dire en binôme avec un exercice sur le chapitre 26 en fait. Donc c'est quelque chose qui est très long dans l'année. Puis là cette petite partie sur les capteurs. Donc là en fait c'était effectivement du raisonnement. Donc en gros les infos, hein. Donc il y a des infos, il y a pas mal d'infos, des documents. Il fallait retenir que l'image est plus blanche que le flux lumineux capté est intense. Donc en gros, plus c'est réfléchi, plus ça va être clair. Plus c'est réfléchi, plus ça va être clair. Donc en gros, plus c'est réfléchi. Ça donne quoi? Mais dans le rouge, ce qui sera plus clair, ça sera le sol nu. Ensuite la végétation en numéro 2 et l'eau en numéro 3. Donc l'eau, ça sera quelque chose de plus sombre. En prochain infrarouge, le changement est palpable entre végétation et sol nu. Puisqu'en fait, la végétation va refléter énormément le proche infrarouge. Donc, le plus clair, c'est la végétation, le sol nu en 2 et l'eau en 3. Compte tenu ceci par rapport à l'annexe, ça vous donne ceci. Ce qui est le plus sombre, donc ici on imagine que c'est plutôt de l'eau, c'est 3. Ce qui reste tout le temps plus clair, donc là c'est vraiment le plus clair, un peu moins clair ici, c'est donc, je ne me rappelle plus, c'est le sol nu, voilà. Ok. Et ensuite la végétation, eh ben, elle apparaît plutôt sombre ici, et là en fait c'est ce qui est le plus clair, puisqu'en proche infrarouge, c'est le plus clair, parce que c'est là où on a le taux de réflexion le plus important. Donc voilà en gros le raisonnement qu'il fallait avoir, c'est-à-dire établir une sorte de classement et dans le rouge et dans le proche infrarouge par rapport au gris. Question numéro 2, c'était une lecture de documents. En fait, il fallait voir
que le canal E était entre 5,7 et 7,1. Et là, on se rendait compte sur le graphique que je vais vous montrer, ce petit graphique, je remonte, il est là. Entre 5,7 et 7,1, on est par là, voilà, on est pile par là. Ben là, on voit que 0% de transmission. Donc en fait, l'atmosphère ne va jamais laisser passer l'infrarouge, ce qui fait effectivement que ce canal E, ça va jamais arriver au niveau du sol. Donc en fait, pour répondre à cette question, il fallait vraiment se servir du document. Certains ont plutôt brodé. Là, voilà, c'était ces documents au rien. Dernière question, en fait, c'était avec la loi de Wien. Il fallait calculer T, il fallait isoler l'inconnu T. Un petit tour sur les unités. En fait, vous avez plutôt 2,9, 10-3 en constante dans le cours chapitre 1. De toute façon, cette formule n'est pas connue par cœur. Et là, c'était plutôt 2,9 fois 10 puissance 3. Mais regardez bien un petit coup d'œil sur l'unité. C'est des micromètres. Donc en gros, ce qui est important de faire, c'est que si ça c'est des micromètres, et ben, il faut que lambda soit en micromètres. Comme ça, les micromètres vont se supprimer et j'aurai directement la réponse en Kelvin. Donc en fait, ici, le piège, c'était qu'on ne convertit pas. Ça nous donne ceci si je remonte la correction. Donc en gros, hein, je vais laisser en micromètres. On n'a pas à convertir, d'accord. Ce qui nous donne directement une réponse en Kelvin. Kelvin, on ne sait pas spécialement, on n'a pas de recul, donc il faut convertir en degrés. On arrive entre 3 et moins 41. Ce sont des températures qu'on n'a pas sur Terre, mais qui sont vraiment plausibles pour des nuages. Voilà, fin de la correction. J'espère vous avoir aidé à avoir un tout petit peu plus clair. On se dit à bientôt et merci de votre attention.